Bonsoir. C'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce soir sur la délinquance de nos adolescents. Chaque année, environ 200 000 mineurs sont auteurs de délits, essentiellement des vols, mais aussi trafic de stupéfiants et violences. Des premières bêtises aux faits les plus graves, plusieurs mineurs ont accepté de témoigner. Les plus jeunes n'ont que 10 ans. On a fait exploser des pétards au début. Moi, ça me fait pas rire du tout. Ton petit sourire, tu vas l'effacer très rapidement si je me commence à monter dans les tours. Hein. Les enfants n'ont plus de respect pour les adultes. La justice des mineurs, c'est pas le pays des bisounours. Hein. On n'est pas là pour distribuer des bonbons ou des sucettes aux petits-enfants qui sont malheureux. Vous découvrirez Brahim, 17 ans. Alors que les enfants de son âge sont au lycée, lui s'est spécialisé dans le vol à la portière avec une seule obsession, l'argent facile. Ma première vraie bêtise, à 13 ans, c'était un vol de violence. Je suis parti faire un peu de violence, j'ai arraché avec des gazeuses et des marteaux. Voilà. Ouais, on sait que c'est dégueulasse. On sait que c'est pas bien. Mais nous, on cherche l'argent. L'argent, dès que t'as l'argent, tu sais que tu vas voler. Si les garçons sont impliqués à 80%, la proportion de filles augmente depuis 10 ans. Nous avons suivi Claire, 15 ans, qui multiplie les délits dans le centre-ville de Nice et ne semble plus avoir peur de la police. Non, bon, je vais l'attraper, je lui dis ressors la cigarette électronique ou je te nique ta mère, je vais finir en garde à force que je vais. Voilà. Pour eux, c'est un jeu, ils sont contents, elle sait très bien qu'elle va ressortir demain matin. À demain! Non mais maintenant, tu me regardes dans les yeux, tu me dis promis, c'est que je joue plus avec toi dans la voiture. C'est pas une place pour une gamine, je pense qu'un jour, elle va très très mal finir. Soit elle va finir en prison pour une peine lourde, soit on va la retrouver un jour morte dans un coin de rue. Hein. En exclusivité, nous avons aussi pu filmer cette justice à part au tribunal de Clermont-Ferrand dans le huis clos du cabinet du juge des enfants. Mais vous allez voir que certains n'ont pas peur de cette justice qu'ils savent plus clémente que celle des adultes. Ça se passe comment là en détention actuellement? Ça se passe bien. Malheureusement, c'est triste d'entendre dire que ça se passe bien. Pourquoi vous avez dit ça? Je sais pas, si j'étais con. Faire une garde à vue, ça me fait plus peur. Moi, je m'en fous. Moi, c'est en mode parle, vas-y, continue à parler. Parce que je vais sortir et je vais refaire la même chose. À Nice, Marseille, Paris, Toulouse et Clermont-Ferrand, nous sommes allés à la rencontre de ces enfants caïds. Quel est leur parcours? Quelle est la responsabilité des parents? Comment ces jeunes à la dérive sont-ils traités par la justice? 13 ans et déjà délinquants, quand nos ados défient la loi, une enquête de Pierre-Antoine Souchard et Alban Patural. Qui sont ces adolescents qui ont fait de la délinquance leur mode de vie? Quelles sont leurs motivations? Voilà, c'est vraiment que nous. Pour le découvrir, nous avons convaincu ces deux mineurs de 15 et 16 ans de nous faire partager leur quotidien. Nous les appellerons Kevin et Brahim. Ils ont grandi dans une cité de la Seine-Saint-Denis. Alors que leurs camarades sont à l'école, eux se postent au carrefour, à la recherche d'un mauvais coup. Regardez ça par exemple, une Clio, je serais allé comme ça discrètement vers la caisse, j'aurais regardé s'il y avait un sac, s'il y aurait eu un sac, je l'aurais cassé la vitre, j'aurais pris le sac. Et je serais parti en courant directement. Direct. On appelle ça un vol à la portière. Ces agressions sont fréquentes aux portes de Paris. Comme ici, filmées par la police, pas loin du Stade de France. Deux délinquants profitent d'un embouteillage pour choisir une cible. Le plus souvent, un sac posé sur le siège. Une fois repéré, ça va très vite. Les voyous opèrent à pied et souvent en scooter. Dans une rue d'Aubervilliers, toujours en Seine-Saint-Denis, 6 hommes en 2 roues remontent une file de voitures à la recherche d'un gros poisson. Dans la file, 2 véhicules de luxe. Un coup d'œil rapide, une sacoche sur le siège arrière. En moins de 8 secondes, le voleur a eu le temps de repérer le sac, briser la vitre et rejoindre son complice. En 2016, 1500 vols à la portière enregistrés par la police, uniquement en Seine-Saint-Denis. Un délit puni d'emprisonnement. Et ça ne semble pas effrayer Kevin et Brahim. Ils en ont fait leur quotidien. Ils ont même été arrêtés pour des faits similaires, puis relâchés. Une de leurs cibles privilégiées, les femmes. Les femmes, elles ont tendance à avoir un sac à côté, alors que les hommes, c'est plus sacoche. Voilà. Là, par exemple, derrière moi, il y a une 208 ou 207. Et juste en passant, j'ai pu voir ça qu'il est sur ses genoux. Donc là, je serais arrivé par derrière discrètement. Je serais venu avec mes silex, ça c'est des pierres.
j'aurais cassé la vitre avec un geste comme ça, et j'aurais pris le sac et j'aurais couru. Voilà, simplement. Et si les victimes ont le malheur de résister, Kevin et Brahim n'hésitent pas à les frapper. Inconscients, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ces agressions. Les deux amis n'ont qu'une motivation, l'argent. Bonjour madame. Un grec sans oignon s'il vous plaît. Pardon? Sans oignon s'il vous plaît. Au beau milieu du restaurant, Kevin exhibe ce qu'il dit avoir volé la veille. Il y en a encore normalement. Il y a celui-là. Après, 450, 500 euros. Sa main gauche porte encore les traces de l'agression. Ça, c'est un bol parti d'hier. Près de 500 € qu'il s'empresse de dépenser essentiellement en vêtements de marque. Cela fait déjà 4 ans que Kevin s'attaque avec violence aux voitures et à leurs occupants. Ma première vraie bêtise, à 13 ans, c'était un vol de violence. Voilà, je suis parti faire un vol de violence, j'ai dû arracher avec des gazeuses et des marteaux. Voilà. Des agressions sans aucun scrupule pour les victimes. Ouais, on sait que c'est dégueulasse. On sait que c'est pas bien. Mais nous, on cherche l'argent. L'argent, dès que t'auras l'argent, tu sais que tu vas voler. Moi, je veux que ça, 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 que ça. Mais cette quête obsessionnelle d'argent les amène souvent au commissariat. Kevin a déjà à son actif pas moins de 12 gardes à vue et 11 déferments devant un juge. Faire une garde à vue, ça ne fait plus peur. Maintenant, c'est plus devenu chiant. C'est chiant parce que voilà, on perd du temps. Mais c'est juste ça en fait. Si je le fais perdre de 48 heures, 72 heures, moi, je m'en fous. Moi, c'est en mode parle, vas-y, continue à parler. De toute façon, je vais sortir et je vais refaire la même chose. Les deux adolescents partent à nouveau en chasse. Quelques semaines plus tard, Kevin est finalement rattrapé par la justice. Elle l'a envoyé 4 mois dans un centre éducatif fermé. Chaque année, environ 200 000 mineurs sont impliqués dans des faits de délinquance. Violence, trafic de stupes et vol en tout genre. Contrairement aux idées reçues, plus de 9 délits sur 10 commis par des mineurs sont réprimés par la justice. La justice des mineurs, c'est pas le pays des bisounours. On n'est pas là pour distribuer des bonbons ou des sucettes aux petits enfants qui sont malheureux. Les enfants délinquants ont leur justice et leur tribunal. Nous avons pu exceptionnellement filmer les audiences de cette justice qui se rend à huis clos. La peine encourue pour mettre le feu à des biens d'utilité publique, c'est 10 ans d'emprisonnement. En 2017, plus de 3000 mineurs ont été incarcérés. Mais la prison reste une exception. En France, depuis 1945, la justice considère les mineurs comme des adultes en devenir, qu'il faut protéger, éduquer et prévenir avant de punir. À partir de quel âge on peut aller en prison d'après vous? 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors je suis désolé de vous apprendre ça, c'est triste, parce que c'est à partir de l'âge de 13 ans. La plupart ne récidivent pas, mais certains n'ont pas peur de cette justice à part, qu'ils savent plus douce que celle des adultes. Je suis majeur, c'est fini ça. C'est pas la même. Qu'est-ce qui change quand tu seras majeur? Après c'est pas pareil, c'est la prison direct. Malgré des dizaines de gardes à vue, ils ont fait de la délinquance une activité à part entière. C'est un travail, c'est un travail. Tu sais que tu dois te lever à cette heure-ci, tu sais que tu dois t'arriver jusqu'à cette heure-ci, tu vois. Mais sauf que c'est de l'illégal. Ça fait plus de 10 000 €. 10 000 € par mois. Et après, avec 10 000 €, à 16 ans, t'es le roi. Ça te fait pas peur, hein? Non, pas peur, du tout. Si t'as peur, ça sert encore tu. Mais on ne naît pas délinquant, on le devient. Comme cette bande de jeunes filles qui a multiplié les larcins cet été à Nice. À demain. C'est un jeu, ils sont contents, elle sait très bien qu'elle va ressortir demain matin. Moi, j'ai plus envie de te voir à l'arrière de ma voiture. Je veux pas. 7 ou 8 gardes à vue. Non, mais maintenant, tu me regardes dans les yeux, tu me dis promis, je monte plus avec toi dans la voiture. Je monte plus avec toi dans la voiture. 15 ans et déjà des dizaines d'heures de garde à vue. Adolescents caïds, enfants perdus, à Nice, Marseille, Paris, Toulouse et Clermont-Ferrand, nous sommes allés à la rencontre d'un phénomène qui, depuis toujours, inquiète la société. 7 h du matin, à la gendarmerie de Billon, dans le Puy-de-Dôme, une petite bourgade de 4500 habitants. Le capitaine Liché a convoqué ses troupes pour une opération d'envergure. 19 militaires en tout, dont 5 du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie,
le PSIG, une unité spécialement formée aux interventions difficiles. Un déploiement de force impressionnant, et tout ça pour interpeller un garçon de 17 ans. Je vous fais un petit rappel des faits. Donc, au cours du week-end du 8 et 9 octobre 2016, on a eu une dizaine de faits perpétrés sur la commune de Billon et de Vertaison. Incendie de véhicules au centre-ville de Billon, un cambriolage, des vols de carburant sur des véhicules, des lits de fuite et des recels. Et les investigations entreprises nous amènent sur 2 individus connus. L'un d'eux est en prison, le second, âgé de 17 ans, vit chez sa mère. C'est là que les gendarmes espèrent le trouver et l'interpeller en mode commando. Pour ce faire, le PSIG se met vraiment juste devant l'entrée, qui est ici, hein, vous connaissez, et vous débarquez, et derrière, ici, on fait le bouclage. On constitue la rame, et je donnerai le top départ. Donc la Clio devant. Très bien, merci. Il est 7h30, l'opération peut commencer. 7 véhicules sont mobilisés. Les gendarmes ont déjà eu affaire au jeune homme. On le connaît très bien, hein, c'est un mineur, hein, il va bientôt avoir 18 ans. Mais voilà, il nous donne du fil à retordre sur la commune. Vous l'avez déjà interpellé plusieurs fois? Ouais, quinzaine de fois. 3 kilomètres seulement, et la colonne arrive sur l'objectif. Un campement de gens du voyage sédentarisé. Les gendarmes essayent d'être aussi discrets que possible. Ils sont déjà dehors. Après, vous vous arrêtez après le camion. Hein. Après le camion, après le camion. Après, top. Le campement est vite encerclé. Le mineur n'est pas chez sa mère, dans la maisonnette au fond, mais dans cette caravane. Les hommes du PSIG se positionnent devant la porte. C'est sa mère qui va lui demander d'ouvrir. Le jeune homme dormait. 2 gendarmes vont lui notifier sa garde à vue, alors que d'autres effectuent une perquisition. Et on a des choses qui ont été volées il y a un an et qu'on recherche forcément dans le cadre de l'enquête. La perquisition va se dérouler dans tout le camp? Non, la perquisition uniquement dans la caravane là où il était retrouvé, et puis dans le bloc là où vit sa mère, puisqu'il est susceptible également d'y vivre. Le jeune homme en survêtement bleu est conduit à la gendarmerie pour y être interrogé. La perquisition ne donnera rien. Opération terminée, on fait repli sur la brigade pour l'audition. Cette brigade, le jeune homme la connaît bien. 1 an plus tôt, il a fait parler de lui dans la presse locale pour s'en être évadé lors d'une garde à vue. Alors mineur ou pas, il reste sous la surveillance du peloton d'intervention de la gendarmerie. Son avocate remarque que depuis son passage, des barreaux ont été posés aux fenêtres du bureau des auditions. Et grâce à lui, voilà, on a des barreaux. Vous avez une formation professionnelle? Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? 16 ans. 16 ans? Pour un mineur, la loi impose la présence d'un avocat et l'enregistrement filmé de l'audition, cette petite caméra. L'enquêtrice l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés. Les destructions par incendie. Ah, incendie pour la voiture. Ça, c'est... Donc, je reconnais pas ces faits. Moi, un vol de carburant le 8 octobre 2016, ouais, est-ce que ça vous parle? Ouais. Mais oui. Alors, expliquez. Vous l'avez percé avec quoi, le réservoir? Un couteau. Après 8 ans, il y a le tuyau, et voilà. Il y a un de vous qui s'est blessé, là, quand il a percé le réservoir. Ouais, c'est moi. Quelques traces de sang qui ont permis de l'identifier grâce à la recherche ADN. Alors, signé, si vous êtes d'accord avec ce qui a été retranscrit. Le jeune homme sera entendu plusieurs fois dans la journée, puis relâché le lendemain. L'enquête a montré qu'il avait d'autres complices. Qui a fait quoi? Les gendarmes devront entendre tout le monde avant de transmettre le dossier à la justice. Dans quelques semaines, il sera majeur, un âge qu'il semble redouter. J'avais déjà fini. J'avais déjà arrêté. J'ai fait le connerie, c'était il
Mais non, j'en fais plus. Il faut que je majeure. C'est fini ça. C'est pas le même. Qu'est-ce qui change quand tu seras majeur? Après, c'est pas pareil, c'est la prison directe, là. C'est pas pareil. Rien à voir, t'es majeur, t'es mineur. Il faut pas de cadeau. Pourtant, quelques jours après seulement, il aurait participé au cambriolage d'un magasin dans un département voisin. Après quelques jours de fuite, il a finalement été interpellé avec 2 complices et incarcéré. Si le jeune homme avait échappé à la prison jusque-là, c'est parce que les mineurs bénéficient d'un traitement à part basé sur la prévention. Ils ont alors affaire à la justice des mineurs, fondée sur l'ordonnance de 1945. Son grand principe, favoriser l'éducatif sur le répressif. Ce qui n'empêche ni les mises en examen, ni la prison, ni les peines. Cette justice est rendue par des juges des enfants, comme cet après-midi au tribunal de Clermont-Ferrand. Il n'y a rien de particulier, non, Lisa? Depuis 10 ans, François Deneyer est l'un des 3 juges des enfants. 3 après-midi par mois, lui ou ses collègues convoquent une dizaine de mineurs pour une audience de cabinet. Une séance en principe à huis clos. Autour du juge, sa greffière accompagnée d'un stagiaire. Bien, alors on va faire rentrer tout le monde là maintenant. Face à eux, les mineurs comparaissent accompagnés de leur avocat, parfois de leur éducateur ou de leurs parents. Exceptionnellement, nous avons pu filmer cette justice. Le mineur qui va comparaître arrive bien encadré. Bonjour. Pour cette audience, celui que nous appellerons Arthur, 17 ans, a été extrait de la prison pour mineurs, à plus de 100 km de là. Il a été incarcéré il y a 6 semaines, après plusieurs délits avec violence, et surtout pour avoir refusé la sanction du juge qui le plaçait dans un centre éducatif fermé. À ses côtés, sa mère. D'accord, un téléphone. Vous pouvez rentrer dans la salle, hein? D'accord. Oui, madame, allez-y, allez-y, allez-y. C'est un des mineurs, un de nos mineurs, qui nous pose beaucoup de problèmes parce que un garçon qui est dans une spirale actuelle qu'on n'arrive pas à casser, quoi. Donc c'est détention, plus détention, plus détention. Puis alors le risque avec certains de ces jeunes, c'est qu'ils soient hyper adaptés en prison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils s'y habituent. Et ça, c'est embêtant parce que ça veut dire que même la prison, ça leur fait plus peur et c'est plus pas un coup d'arrêt. Dans cette salle, aujourd'hui, Arthur ne va pas être jugé, mais entendu pour une nouvelle agression commise 5 mois plus tôt sur une jeune femme dans une ville du Puy-de-Dôme. Alors, ça se passe comment là en détention actuellement? Ça se passe bien. Malheureusement. C'est triste d'entendre dire que ça se passe bien. T'en as pas assez? Si, bien sûr. Ah oui. Elle est sortie. Bon, alors on va en venir à ces faits. Tu t'en souviens? Non. T'es sûr? T'en souviens pas? C'est certain. Le magistrat lui rappelle les faits dénoncés par la victime. Un jeune homme l'accoste en lui disant qu'elle est bonne. Ensuite, bon, apparemment, ça s'envenime au niveau du dialogue. Elle explique qu'elle a réussi à partir en courant, mais qu'elle a été rattrapée et frappée par une grande claque derrière la tête. Et ensuite, elle chute et est rouée de coups au sol. Et alors qu'elle se relève, son agresseur souhaite fumer une cigarette avec elle, ce qu'elle refuse. On peut le comprendre. C'est par rapport à la description vestimentaire que fait la jeune fille qu'on procède à ton interpellation. Tu te souviens pas de ça? Si je me souviens de cette interpellation. Ah bah voilà, t'as bien été interpellé alors. C'était pas ça, c'était pas pour ça, c'était pour une fille, mais c'était pas pour ça. Moi j'ai pris en vidéo 2 fils bas. Non mais attends, oui, ok, non. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu vas dire aux policiers? Je sais plus, franchement. Ah ouais? Bah, je vais te dire. Tu dis, moi j'y étais pas. Ouais, c'est ce que j'avais dit, mais après j'ai changé de version. Bah oui, t'as changé de version. Et pourquoi t'as changé de version? Si j'ai réfléchi. Oui, c'est surtout parce qu'on a trouvé une vidéo sur ton téléphone portable. Hein. Parce que sinon, tu changeais pas de version. Hein. Faut pas nous prendre pour des lits, quand même. C'est-à-dire, en clair, à supposer que ce que tu me dis, ce soit la vérité, tu vois une fille se faire taper dessus, la première chose que tu as comme idée, c'est de la prendre en vidéo pour intervenir, pour séparer, pour éviter que ça se batte. Non, tu prends la vidéo. Après, c'est 2 filles, moi, je peux pas m'en mêler. Non, bah, c'est sûr. Sauf que la victime en question,
Elle vient bien dire que c'est toi qui l'as abordé, hein, quand elle décrit l'individu. C'est ce qu'elle dit. Ah ben c'est ce qu'elle dit, oui. Elle te connaît pas, hein. Tu ne l'as jamais vue, cette fille. Oui, jamais vu. Quel intérêt elle aurait à dire ça? Elle ne te connaît pas, cette fille. Je sais pas. Bien, alors, pour ces faits, tu es mis en examen, tu seras jugé ultérieurement. A-t-il participé à l'agression ou l'a-t-il juste filmé? C'est bon. Allez, au revoir. Ce sera désormais au tribunal de trancher. Avant de repartir en prison, Arthur, inébranlable devant le magistrat, redevient pour quelques instants un grand adolescent dans les bras de sa mère. Comme beaucoup de parents d'ados délinquants, la maman d'Arthur se sent désemparée face à cette situation. La pêche. Vas-y, moi aussi. Merci de C'est horrible, hein, venir voir son fils avec des menottes, avec une laisse, ça plaît à aucun parent. Et on n'y peut rien. On voudrait prendre son fils et le ramener, on ne peut pas. Alors, moi, je ne sais plus comment l'aider, je ne sais plus. Tout le monde se plie en quatre pour le sortir de là. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il ait un déclic. Il faut que quelque chose s'arrête et on ne sait pas comment arrêter. Comment l'arrêter si on pouvait. En tant que parent, aujourd'hui, vous voyez la taille qu'il fait. Si je pouvais l'attraper par les oreilles, lui dire tu restes là, tu bouges plus, je l'aurais fait. Avant que ça n'arrive, on pense toujours ça peut jamais nous arriver. Moi, je regardais les informations, je voyais ça et je jetais la pierre aux parents. Hein. Moi qui disais, ben, les parents n'éduquent pas, n'élèvent pas. Et voilà, ça m'est arrivé moi aussi. On n'est pas à l'abri. Pour cette mère, la spirale délinquante de son fils, son petit dernier, celui qu'elle a chouchouté, reste un mystère. Si 8 mineurs délinquants sur 10 sont des garçons, le nombre de filles ne cesse d'augmenter. Plus 40% en 10 ans. En France, il y a un département où un mineur délinquant sur 5 est une fille, les Alpes-Maritimes. Nice, sur la Côte d'Azur. À 2 pas de la baie des Anges, en plein cœur de l'été, les terrasses font le plein jusque tard dans la nuit. Alors que la plupart des enfants sont en vacances, en famille, quelques-uns vagabondent dans les rues du Vieux-Nice à 1 h du matin. Bien ou bien? Bon, ça va? Comme cette jeune fille que nous appellerons Claire. Elle n'a que 15 ans, mais elle est déjà bien connue des policiers municipaux. Tu es dehors encore ou pas? Ouais, quand j'ai le temps, quand je peux, quand je suis. Je suis là, je fais des PJJ. Tous les jours, à chaque fois que je rentre, je sais pas, il me prend un coup de pastèque. Donc depuis que je rentre plus, les éducateurs ils font rien, ils s'en foutent. Depuis plus de 6 mois, après avoir commis ses premiers délits, Claire a été placée par un juge dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse de Nice. Et presque tous les soirs cet été, elle s'en échappe. Ça fait combien d'années que vous vivez dehors? Je traîne dehors comme ça, 3 ans. Vous avez quel âge? 15 ans. C'est-à-dire depuis l'âge de 12 ans, vous vivez avec vos parents? Je est à l'hôpital, ma mère elle est à l'hôpital. Vous dormez où? C'est dehors? C'est chez des copains? Ça dépend, j'ai pas trop envie de parler de ça. Bon, en attendant, pas de voiture de police. Hein. Tu m'as promis, hein, la dernière fois. Ça marche? Je compte sur toi. Claire peut errer cette nuit encore, arracher 1 ou 2 euros à des passants avant de rentrer dans son foyer au petit matin. Vivre dans la rue, c'est pas une place pour une gamine et je pense qu'un jour, elle va très très mal finir. Soit elle va finir en prison pour une peine lourde, soit on va la retrouver un jour morte dans un coin de rue. Hein. Pascal et ses collègues ont déjà interpellé l'adolescente plus de 5 fois pour des petits délits. C'est vrai qu'elle, elle a quand même passé un cap où elle se retrouve à dormir dehors, à essayer de racketter 2 euros pour se payer une part de pizza pour manger. Donc bon. Depuis qu'elle a 12 ans, Claire a été retirée de sa famille, des parents séparés et malades. 2 familles d'accueil, un foyer d'hébergement et maintenant un foyer de la PJJ. Lorsqu'on lui demande aujourd'hui de se définir, la réponse fuse.
petite perdeuse. J'adore fricher le monde. Ses souvenirs d'enfance avec ses parents semblent lointains. C'était quoi ta vie avant quand t'étais bien, comme tu l'as dit tout à Mes l'heure? parents, je sortais pas. Raconte-moi un souvenir heureux. Au parc quand j'étais petite avec mes parents. Jouer comme un enfant. Fini l'âge heureux du bac à sable. Ballottée depuis 3 ans d'institution en institution, Claire préfère fuguer le soir et traîner dans le Vieux-Nice. C'est là-bas que je fais mes sous. Je préfère me débrouiller seule que de demander à je sais pas qui des sous. Mais c'est pas des sous légaux. C'est de l'argent sale. Et oui. La rue, elle m'attire. C'est comme ça. Ces journées, elle les passe dans son foyer, sur les hauteurs de Nice. Quelques heures seulement, pour dormir surtout. Elle refuse d'aller à l'école et nous affirme que personne ne s'occupe vraiment de sa santé. Elle n'a vu ni dentiste, ni ophtalmologue, alors qu'elle en aurait bien besoin. Beaucoup d'ennuis, quelques stages. Alors le soir, elle préfère retrouver des amis d'errance, d'autres adolescentes. Ce soir, Pascal ne le sait pas encore, mais il va recroiser la jeune fille, toujours dans les mêmes rues, et pas tout à fait par hasard. Quelques minutes plus tôt, ce jeune touriste brésilien s'est fait voler sa cigarette électronique. Il décrit ses agresseurs. Un petit garçon qui se beurre du vert. Et deux filles aussi du vert, mais c'est plus comme le vert militaire. 2 filles. Et il ne met pas d'honneur. Je leur demande, c'est mon cigarette, s'il vous plaît. Un seconde, s'il vous plaît. Et il a couru. J'ai pas de cigarette, C'est la grande, brune, oui. Et la petite, un peu grosse. Oui. Dans la foule, quelques minutes plus tard, le jeune Brésilien reconnaît l'une des filles. C'est Claire. C'est elle et elle qui le donnèrent mon cigarette. Moi, j'ai fumé sur la table, après, je l'ai rendu. Et tous les donnèrent à la fille, tous les donnèrent mon cigarette. Et je te dis, non, s'il vous plaît, donnez à moi. Et tu dis, non, elle va tester, elle va tester. Elle et toi. Je sais pas qui. Le problème, c'est que là, t'es avec nous. Si ta copine, elle s'est arrachée, t'étais avec elle. J'étais pas avec elle, elle a ma chambre. Mais moi, je l'ai été chercher. Je lui ai dit, ouais, elle est comme ci, comme ça. Non, bon, t'inquiète. Je lui ai dit, reçois la cigarette électronique ou je te nique ta mère, je vais finir en garde à vue parce que je vais. Voilà, tu vas pas finir en garde à vue. Par contre, j'aimerais savoir où elle est pour récupérer la cigarette, la rendre au mec. Et ça serait une amie à elle donc, qui aurait pris la cigarette électronique. Donc là, ils viennent vers nous pour nous expliquer et on va dire peut-être pour se dédouaner des faits. Et pour l'instant, on ne sait pas. Comme on n'a pas d'image vidéo, on a la victime qui dit que ces demoiselles étaient sur place. Mais c'est pas elles qui ont arraché la cigarette, c'est une autre fille qui est en fuite. Donc on sait qui c'est, moi j'ai des doutes. Maintenant on va voir, on va essayer de trouver la personne, voir si elle est porteuse de cette fameuse cigarette électronique. Et la présenter à l'officier de police judiciaire si elle est auteur du vol. C'est finalement la 3e jeune fille de la bande, une mineure qui est interpellée. Une habituée, elle aussi, des gardes à vue. À demain. T'inquiète, je t'appelle. Voilà, pour eux, c'est un jeu, ils sont contents. Elle sait très bien qu'elle va ressortir demain matin, donc elle prévient ses amis. D'ailleurs, elle leur a dit à demain matin. Ils sont habitués, hein. C'est pareil, cette jeune fille, on a dû la faire 5 ou 6 fois pour des faits similaires. Des filles mineures délinquantes et en bande, un phénomène qui est apparu au milieu des années 2000 sur la Côte d'Azur. Claire, ce soir, s'en sort bien. Tu ne traînes pas avec ces gens-là. Non, moi je traîne dans le Vieux-Nice, c'est très bien, tous les soirs vous me voyez. Tu traînes dans le Vieux-Nice, traîne. Déjà, c'est pas très bien pour toi de traîner. Maintenant, tu as un taf. Comme je t'ai dit la dernière fois, tu as intérêt à assurer à ton taf. Hein. Ouais, mais mon stage là, il est fini. Moi, j'ai plus envie de te voir à l'arrière de ma voiture. Hein. Je veux pas. 7 ou 8 gardes à vue. Non, mais maintenant, tu me regardes dans les yeux, tu me dis promis, je monte plus avec toi dans la voiture. Oui, je monte plus avec toi dans la voiture. D'accord, c'est gentil. Ça me fait plaisir, tu vois. Tout l'été à Nice, la vie de Claire a été chaotique. Des agressions, seules ou en bande, le soir dans les rues de Nice, mais pas seulement. Quelques jours plus tard, elle accepte de nous dévoiler son quotidien de délinquante.
Nous la retrouvons dans ce parking, juste en dessous du tribunal, pour nous raconter des délits passés qu'elle dit ne plus commettre. Je passais entre toutes ces voitures et j'essayais toutes de les ouvrir. Et quand je me suis fait attraper, c'était dans l'angle là, les flics ils m'ont mis, il n'y avait pas de voiture. Hein. Ils m'ont mis contre le mur, ils m'ont fouillé, ils ont trouvé des couteaux sur moi, tout ça. Après garde à vue, parce que j'ai cassé la voiture d'un procureur. J'ai fait au hasard, et c'est tombé sur elle. J'ai pris un poteau qui était décroché, j'ai tapé dans le pare-brise. Coup de folie. À la terrasse d'un café, l'adolescente a bien voulu nous montrer une autre pratique illégale à laquelle elle se livrait. Et vous allez voir, l'aspirine sur la table, ce n'est pas contre ses maux de tête. Ben, tu prends, tu mets dans un plastique de paquet de clopes et t'écrases tout ce que tu peux. Ça sert à quoi de faire ça? Ben, tu le vends, tu dis que c'est de la coke. Et ça, tu vendais ça combien? 80 €. 80 €. De quoi le gramme. Et là, il y aurait combien de grammes là? Là, il y en a 1,5. Donc ça, potentiellement, tu le vendais combien? 120. Et voilà le travail. Et ça servait à acheter quoi ça? Des habits, des trucs, téléphone, comme ça. Mais t'étais obligé de le faire? Non. Alors j'avais envie. Qu'est-ce qui te donnait envie de le faire? Je sais pas. Pas sûr qu'avec cette arnaque grossière, elle ait berné beaucoup de consommateurs. Et coupé. Ces anciennes bêtises vont rattraper Claire. 2 mois plus tard, nous la retrouvons à 2 pas du tribunal. Elle a rendez-vous avec une avocate commise d'office, Maître Charamnak. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous. Oui, allez-y. Demain, elle comparaîtra pour 2 vols commis avant l'été, mais aussi pour une agression avec un couteau. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Racontez-moi. Moi, je me suis juste défendu. Après, je l'ai frappé. Défendu pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il m'a couru après, il m'a dit ouais, tu m'as volé, tu m'as volé alors que c'était pas vrai. Volé quoi? Un téléphone, des sous, je sais pas ce qu'il m'a dit. Ouais. Alors que lui, pas du tout. Après, il a voulu me frapper, je l'ai sorti le couteau, je lui ai envoyé un shoot. Depuis 3 ans, tout l'arsenal mis en œuvre par la justice n'a pas permis à Claire de sortir de l'impasse. Pourquoi ça se passe pas bien? J'aime pas le foyer, j'aime pas les éducateurs, j'aime pas les autres jeunes. Courage. Hein? Et on se tient au courant. Ouais. On s'appelle. Demain, elle comparaîtra une fois de plus devant un tribunal pour enfants. Bon, demain, c'est Maître Garino, d'accord? Qui te représentera. Et cette fois-ci, elle risque l'enfermement dans un centre pour mineurs. Le lendemain matin, au tribunal de Nice. Son père est sorti de l'hôpital pour l'accompagner à l'audience. À cause de son état de santé, il a perdu la garde de sa fille depuis 5 ans. Ouais, je regrette mon état de santé, pas pour moi, pour elle. Je l'ai élevé pendant 10 ans. Parce que moi, quand elle était avec moi, des bêtises, on ne faisait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis triste de l'avoir même parlé de justice à 16 ans. Même s'il la voit très souvent, ni lui, ni la mère de Claire, invalide à 80%, ne peuvent s'occuper d'elle au quotidien. Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'audience. Le tribunal pour enfants a décidé de placer Claire dans un centre éducatif fermé, un CEF, un foyer, d'où l'on ne peut pas s'échapper. Ça va que si je vais pas à mon CEF, je rentre en prison. Le juge veut sévir avec Claire pour tenter de casser la spirale de la délinquance. Mais à chaque fois, la justice des mineurs tente d'abord de provoquer un sursaut chez le jeune délinquant. Alors, avant le procès ou la prison, elle a mis en place des mesures alternatives. Et elles sont parfois étonnantes. Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Dans l'un des bureaux du tribunal de grande instance, Jean-Claude Beaufauché reçoit tous les mercredis des mineurs, leurs parents, leurs avocats et parfois leurs victimes. Je vous l'enverrai par courrier. Il n'est ni juge ni éducateur.
il a été nommé délégué du procureur. Sa mission, appliquer les mesures alternatives décidées par le parquet. Voilà, donc je vous retiens pas. Cela va du rappel à la loi, en passant par la médiation ou encore une réparation financière de la victime. Il y a un ressort qui est très puissant. Le but, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas obligés d'aller au tribunal avec un traumatisme supplémentaire et que la sanction soit quand même soit marquée. Ces mesures concernent les petites infractions ou les primo-délinquants comme Dylan. Alors, est-ce que vous avez une pièce d'identité, jeune homme? Dylan vient d'avoir 15 ans. Sa mère l'accompagne. Et dans le petit bureau, c'est rare, la victime est aussi présente. C'était sur votre lieu de travail, madame. Hein. Voilà, c'était le soir, hein, 21h, 21h30, 22h, voilà. À peu près, oui, parce que quand je suis sorti à 23h, pour rentrer chez moi, il n'y avait plus de... Et le scooter avait disparu. Et là, vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé, vous Non, j'étais chez moi. Vous, le scooter, vous l'avez touché pour la première fois le lendemain, quand vous avez été surpris par les policiers. Dylan affirme qu'un grand du quartier lui a demandé d'aller mettre de l'essence dans le scooter. Ce grand m'avait dit, quand j'ai pris le scooter, que si je voyais la police, il me fallait laisser le scooter et partir. Donc là, vous n'êtes pas dit à ce moment-là, mais c'est un petit peu... Ça craint un peu quand même, non? Non? L'adolescent est poursuivi pour recel de vol. Donc c'est un délit qui vous est reproché, qui aurait pu vous amener dans le tribunal pour enfants, pour mineurs. Le parquet en a décidé autrement. Il a décidé de vous faire passer en composition pénale aujourd'hui, devant moi, pour régler cette affaire. Le procureur a décidé une peine mesurée. C'est la première grosse bêtise du jeune homme. Donc, composition pénale, il y aura deux aspects. Il y aura l'aspect pénal, la punition, qui est une mesure d'activité de jour. D'accord ? C'est une mesure qui sera mise en œuvre par un éducateur. Dylan devra consacrer une journée auprès d'une association caritative ou sportive. Et puis, il y a les réparations. Cette dame a eu 267,20 € à charge. Moi, je veux que cette dame soit dédommagée des frais qu'elle a subis. Voilà. Donc ça, c'est deux choses. Il n'a pas voulu dénoncer l'auteur du vol. C'est sa famille qui va devoir dédommager la victime. L'avocate du jeune homme conteste ce montant. Je vois qu'on vous a repris le véhicule 500 €. Attendez, pardon. Allez-y. Pas daté, mais bon, vous savez, hein, c'est mon rôle de pinailler. Je comprends bien. Et moi, c'est mon rôle juste de pouvoir avoir quelque chose Bien pour entendu, travailler et faire bien une course pour entendu, mes mais il y enfants. a des règles que je suis chargée d'appliquer. Parce que j'ai quand même 2 enfants à charge, dont une qui a 3 ans de moins que toi. Tu vois, ça m'ampute vraiment sur beaucoup de choses. Mais c'est moi, là, qui vous parle. Moi, j'observe que cette dame aurait pu réclamer une somme plus importante. Elle aurait pu réclamer un préjudice moral. Voilà. Donc, elle est très raisonnable. Moi, je reste sur cette somme de 267,20 €. Composition pénale. Donc, il faut savoir que vous pouvez accepter ou refuser les propositions que je fais. Voilà. En cas de refus, le mineur peut être renvoyé devant le juge des enfants. On accepte? Bien sûr. On accepte, maître, d'accord? Vous voulez mettre d'autres, c'est bon? Pas d'autres observations? Jeune homme, oui. On accepte la réparation et la mesure d'activité de jour qu'il faudra assumer. Dans l'arsenal judiciaire, cette procédure s'appelle une composition pénale. La décision du procureur figurera au casier judiciaire de Dylan. Bon, donc, à l'avenir, fini. Sinon, ben là, vous allez vous retrouver au tribunal et ça sera beaucoup plus sérieux la prochaine fois. Après, c'est les centres éducatifs fermés, c'est plus la même chose. Hein. D'accord? Allez, donc je vous laisse repartir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, jeune homme. En 2016, plus de 80 000 procédures de ce type ont été prononcées. 2 tiers des mineurs ne récidivent pas après un premier passage devant la justice. Au-delà de la sanction, on essaie de parler un petit peu avec ces jeunes de manière à les sensibiliser sur leurs responsabilités, qui vont être celles d'un adulte bientôt. Et puis aussi vis-à-vis des parents, parce que c'est un drame pour les parents qui doivent en pleine nuit aller récupérer leur fils ou leur fille dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie, qui doivent assumer les conséquences financières importantes. Ça doit toucher, je pense, le mineur. Excusez-moi, madame. Pourquoi et comment un adolescent devient-il délinquant?
Dans le couloir du tribunal, la mère de Dylan met en avant le quartier où ils vivent, ses codes et sa loi. Parce que le quartier, c'est la famille, mal placée. C'est un peu une famille. Non, mais c'est un peu une famille. C'est-à-dire que les grands, voilà, il y a une hiérarchie, quoi. Il y a une hiérarchie, et ça, ils la respectent depuis qu'ils sont tout petits. Même dans les bêtises, c'est comme ça, ils iront jamais. Ils sont tous comme ça, il n'y a pas de couleur. N'importe quel gamin du quartier, il ne balancera jamais. Il dira jamais qui, quoi, comment. Il se fait attraper, il assumera tout seul. C'est une espèce de loi. Il y a des codes, il y a des lois, et ça en fait partie. Non, mais ça te fait rire, mais c'est vrai, c'est la réalité du quartier. Dans un environnement urbain ou familial sans repère, les adolescents peuvent très vite partir à la dérive. Si la moitié des jeunes délinquants est âgée de 16 et 17 ans, ils ont souvent commencé beaucoup plus tôt. Le système judiciaire a parfois face à lui des enfants de 10 ans seulement. En banlieue de Toulouse, la petite ville de Cugnot, 17 000 habitants, dont un quart de mineurs. C'est ici qu'est installée la BPDJ, la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Il y en a une par département. Cette brigade de gendarmerie un peu particulière est installée au milieu des habitants. Jean-Marc en est le chef. C'est compliqué, oui, voilà. Allez-y, tirez pour voir. Ouais, c'est bon, merci. C'est bon. Merci. C'est comme si je rentrais à la maison, je prends mon courrier, et puis ensuite... Sauf que quand je rentre à la maison, c'est pas pour bosser. C'est clair. Là, oui. Un immeuble d'habitation, bien loin des brigades traditionnelles des militaires. On est au cœur de la population, voilà. Donc les gens savent qu'on est là, ils peuvent venir nous voir quand ils veulent et on fait notre vie d'appartement. Les gendarmes sont dans un appartement tout ce qu'il y a de plus banal, avec un salon décoré par les jeunes du quartier. On est dans un appartement, c'est-à-dire qu'il y a une cuisine, il y a une salle à manger. Les chambres sont devenues nos bureaux, il n'y a pas de lit. Mais non, on est vraiment dans la vraie vie. Une brigade atypique. Ici, ni enquête, ni garde à vue. Mais Jean-Marc a quand même le pouvoir de convoquer des mineurs. Dans quelques minutes, il va recevoir, avec l'éducateur de la ville, des enfants du quartier qui ont caillassé une voiture et ses occupants. Ils sont combien ? Pour leur tirer les oreilles. C'est Saint-Exupéry, je crois, qui disait que notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est notre avenir. Bah, c'est exactement ça. Si on s'en occupe pas maintenant, c'est pas quand ils auront 25 ou 30 ans. Ça sera trop tard. Ces enfants, les voici. Sourire aux lèvres, les 5 préadolescents, accompagnés de leurs parents, sont reçus par Jean-Marc et Ludovic. L'éducateur de la ville les a déjà rencontrés 2 fois. Ça va? Il y a un déménagement. Ça y est, c'est fini. Ouf. Ouf, voilà. Alors, comme vous n'êtes pas bien gros, vous pouvez vous serrer un petit peu. Non, mais vas-y, vous pouvez. Encore en CM1 et en CM2, ses copains de classe jouent ensemble tous les jours après l'école. C'est à ce moment qu'ils font leurs bêtises. Je vais me mettre à côté de vous si ça vous embête pas. Comme ça, je verrai mieux tout le monde. On a une jolie brochette, n'empêche. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? En fait, au début, nous, on était dehors. On a fait exploser des pétards au début. Et après, comme on a vu, on n'avait plus de pétards. On a décidé, comme on s'ennuyait, on a décidé de prendre des cailloux et les balancer sur les voitures. Sauf qu'une des voitures qu'ils visent a la fenêtre ouverte. La pierre entre dans l'habitacle, passant à quelques centimètres d'un nourrisson. Furieux, les parents prennent alors en chasse le groupe d'enfants. Le monsieur est venu, il a mis une claque, il a jeté un coup de pied, et il a mis 2 claques, il a mis une claque, et dès que la dame elle est venue, elle nous a menacés, elle nous a insultés, etc. Alors, tu as vu d'un simple jeu, tu vois tout ce que j'ai dit, d'un simple jeu, pour vous, toutes les conséquences et toute la violence qu'il y a eu, c'est très violent ce qu'il y a eu, hein. C'est très très violent. Et encore, que s'il n'y avait pas eu des adultes qui n'étaient pas interposés, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc ça aussi, il faut que ça mûrisse un petit peu dans vos petites têtes. Hein. Le but de cette convocation devant les gendarmes, c'est d'amener ces jeunes garçons à prendre conscience de la gravité de leurs actes. Si la plupart semblent avoir compris, le petit Kylian, lui, se croit plus malin que tout le monde. Et comme moi je suis un des plus intelligents, et bien moi j'ai couru. Et eux, comme ils sont bêtes, ils sont restés. Mais non, on a raison. C'est de l'intelligence mal intentionnée. Parce que tes petits camarades, tu les as bien laissés tout seuls quand même. Hein, que moi, ça me fait pas rire du tout.
Ton petit sourire, tu vas l'effacer très rapidement si je me commence à monter dans les tours. Hein. Parce que très honnêtement, c'est une connerie que tu as fait. Si c'est uniquement pour jeter des cailloux puis après se barrer en courant comme un lâche, là, automatiquement, l'intelligence, elle perd de son éclat, je trouve, non? La fermeté du rappel à l'ordre est volontaire. Jean-Marc ne veut pas revoir ses enfants plus tard pour des faits plus graves. On s'aperçoit que des fois, des erreurs de jeunesse, ça peut coûter très cher derrière. Parce qu'on commence par jeter des cailloux et puis après on continue par quoi si personne ne vous dit rien? Faut arrêter. Faut réfléchir. Réfléchissez avant de faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose que... Cette phrase-là, si c'est la seule chose que vous retenez aujourd'hui, réfléchissez avant de faire quelque chose. Le gendarme espère que le message va passer. Pour s'en assurer, il demande aux enfants de quitter l'appartement. Il veut être à l'écoute des parents. On va dire sur le coup, c'est un peu contrariant parce que on les élève d'une certaine façon et arriver dehors, ce sont d'autres personnes. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est un peu énervant. Bon, après, en espérant qu'ils en tiennent une bonne leçon et qu'ils s'arrêtent un peu. Alors qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir avec votre fils? Les deux, parce que j'en ai deux. Bah, déjà, ils ont été punis 1 semaine, interdiction de sortie. Donc, mais c'est vrai qu'après, on essaie d'être beaucoup plus vigilants, mais on ne peut pas les avoir 24/24 avec nous. À peine sortis de la brigade de gendarmerie, les 5 garçons ont pris d'assaut le stade de foot. Mais pas seulement pour jouer au ballon. Leur truc, c'est de grimper un peu partout, quitte à prendre des risques. Descends de là-haut, descends de là-haut, tu vas tomber. Je voulais te parler tout à l'heure. Mais c'est dangereux. Les miens, c'est pareil. Hein. Ils grimpent partout. Alors, un arbre, une murette, il faut toujours qu'ils grimpent. Descends, je te jure, t'as ma parole, c'est moi qui te fais tomber de là. Une énergie débordante de garçons de 8, 9 et 10 ans. C'est rien. C'est rien si tu tombes. Des enfants qui ne semblent avoir peur de rien et surtout pas de leurs parents. Mais c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue morale. C'est-à-dire que moi, le matin, je me lève une demi-heure avant pour être tranquille pour déjeuner. Parce que sinon, c'est pas possible. Dès qu'ils mettent un pied par terre, déjeuner, mes habits, mon goûter, mais laissez-moi vivre un peu. Comme si entre parents et enfants, l'autorité avait disparu. Avant, il y avait le respect. On avait peur de nos parents, on les respectait. Que maintenant, non, il n'y a plus aucun respect. Que ce soit les enfants envers leurs parents ou envers les voisins, envers les grands-parents même, il n'y a plus aucun respect. Les enfants n'ont plus de respect pour les adultes. Voilà. Donc du coup, on aimerait bien que ça redevienne comme avant. Tu es tombé? Pas un instant de répit. À l'autre coin du parc, un des garçons vient de chuter lourdement de près de 2 mètres. T'imagines si on n'était pas là? Comment ça aurait été fait? On serait tout seul. Plus de peur que de mal. Ce soir-là, après le rappel à l'ordre du gendarme, les enfants rentreront directement chez eux avec leurs parents. Mais dès le lendemain, sous les fenêtres de la brigade de gendarmerie, à la sortie de l'école, nous les retrouvons au même endroit, livrés à eux-mêmes, sans parents. Ils en profitent pour sauter partout. Leur rêve, devenir cascadeur. On aime bien escalader. On est des Yamakasi. Parce que Yamakasi, ils escaladent. Ils sont de petites célébrités dans le quartier. Et aujourd'hui, ils ont une bonne histoire à raconter aux plus grands. C'est une histoire où on a jeté des cailloux sur des voitures et Tu vas t'emmener chez Schmitt? Non, c'est pour expliquer ce qui se passe. Un passage chez les gendarmes comme un premier trophée. Ouais, c'est l'âge bête, on va dire. Ces petits, âgés seulement de 8 à 10 ans, passeront une grande partie de la soirée dehors, seuls, sans les parents. Au risque d'excéder certains voisins qui ne supportent plus ces petites incivilités et autres nuisances sonores. Il lui dit, ouais, je t'ai fermé dans la cave jusqu'à ce que tes parents viennent. Il a dit aussi, il a montré un couteau devant nous, il a dit... Taser couteau. Il faudra attendre 20 heures pour que les jeunes garçons rentrent à la maison. Ils sont combien? 30 et 30? Visiblement, le message des gendarmes n'est pas toujours entendu. Bon, bah allez, on est parti, on n'est plus là. Alors Jean-Marc ne se contente pas de convoquer ceux qui commettent des bêtises. Il fait aussi de la prévention dans tout le département.
Enfin, sur une année, on fait plus de 50 000 personnes, on voit plus de 50 000 personnes, dont 37 000 jeunes à peu près. Jean-Marc et son collègue se rendent régulièrement dans les écoles. Et ça commence très tôt, dès la primaire. Ce matin, ils ont rendez-vous avec des classes de CM2. On est là. Et bonjour. Des enfants d'environ 10 ans qui ne savent pas encore qu'à cet âge, ils peuvent avoir des comptes à rendre à la justice. Allez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions? Déjà, on va... Oui, vas-y. Mais ça commence quand, le casier judiciaire? Ah, ça c'est une bonne question. Avant 10 ans, si on fait une bêtise, on risque pas grand-chose. À 10 ans, par contre, on commence à être responsable de ses actes devant la loi. Donc c'est pour ça qu'on intervient auprès des CM2, parce que vous êtes dans cette tranche d'âge où on commence à avoir des responsabilités par rapport à la loi. Autre surprise pour les enfants, la prison n'est pas réservée aux adultes. À partir de quel âge on peut aller en prison, d'après vous? Donc, qui dit 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, je suis désolé de vous apprendre ça, hein, c'est triste, hein, parce que c'est à partir de l'âge de 13 ans. Si nos frères et sœurs qui ont à peu près 13 ans et qui font une bêtise, eh ben, ça veut dire qu'eux aussi ils peuvent aller en prison. Bien sûr. Effectivement, entre 13 et 18 ans, ils peuvent aller en prison. S'ils font des bêtises. Ça dépend des bêtises, bien évidemment, et ça dépendra de ce que décide le juge. Et pour leur faire comprendre qu'une petite bêtise peut avoir de graves conséquences, Jean-Marc leur raconte l'histoire de la petite bande qu'il vient de convoquer pour le caillassage d'une voiture. Ils ont le même âge. Vous me direz, oui, ça peut arriver. Non, ça peut pas arriver. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Des enfants qui jettent des cailloux sur les voitures, ça doit pas arriver. Si c'est juste un petit caillou qui est jeté par hasard et par erreur parce qu'on a mal visé, ça pose pas de problème. Mais là, en l'occurrence, le monsieur est sorti de la voiture, il a couru après les enfants, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué 2-3 paires de claques et 2-3 coups de pied au derrière. Jean-Marc brandit la menace de la prison. Mais cette sanction n'a concerné que 3100 mineurs en France en 2016, en hausse de 6% par rapport à l'année d'avant. L'incarcération, ultime étape quand tout l'arsenal de mesures punitives et éducatives a été mis en échec. À Clermont-Ferrand, l'an dernier, les juges des enfants ont prononcé 208 décisions judiciaires. Et une petite minorité d'adolescents se révèle être un vrai casse-tête pour le juge des enfants, François Deneyer. On a ce qu'on pourrait appeler un petit noyau dur d'une dizaine de mineurs qui sont des multiréitérants, des récidivistes et qui nous occupent bien au plan pénal. Et toutes les solutions éducatives sont mises en échec au fur et à mesure qu'elles sont mises en place. Donc ça devient problématique dans la mesure où on arrive rapidement à une logique d'incarcération, ce qui est quand même un constat d'échec. Cet après-midi, au tribunal, il a convoqué l'un de ses adolescents, sur lequel la justice n'a pas beaucoup de prise. Depuis qu'il a 14 ans, Nicolas multiplie les rendez-vous judiciaires. Voilà. Asseyez-vous. Juste une... Ta maman, elle n'est pas arrivée encore, alors je ne sais pas si elle va... Une mère dépassée, un père absent et un beau-père avec lequel il ne s'entendait pas. L'adolescent de 17 ans est aujourd'hui dans une spirale délinquante. Cette fois, il comparait pour le vol 5 mois auparavant avec un copain d'une paire de baskets et d'un téléphone portable dans les vestiaires d'un stade. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que vous êtes allé vous balader dans les vestiaires, d'après ce que j'ai compris, et Lesk a pris une paire de chaussures et un téléphone noir qui vous a donné. C'est ça. Voilà. Et vous saviez qu'il provenait d'un vol, ce téléphone? Sans vous mentir, oui. Bah oui, sans mentir, parce que vous n'étiez pas venu pour vous entraîner au stade de foot, hein, monsieur. Bon. Donc vous avez été entendu, vous avez reconnu, hein, vous avez même donné au policier le téléphone de marque Samsung, hein, de couleur or. Qui est-ce qui a eu l'idée d'aller faire un tour dans les vestiaires? Deux. Et vous comptiez en faire quoi, vous, de ce téléphone et de ces... Le téléphone, j'allais le garder pour moi. Ouais. Et les chaussures, j'allais les garder. D'accord. Donc vous reconnaissez avoir sciemment recélé 2 objets qui provenaient d'un vol commis ce jour-là. On est d'accord. Le juge Deneyer le rencontre pour la première fois
Mais Nicolas est passé devant ses collègues à plusieurs reprises ces 3 dernières années. Alors, je vous connais pas, mais j'entends parler de vous. Vous faites partie de ces mineurs pour lesquels les juges des enfants trahissent quand même quelques inquiétudes, hein, parce qu'il y a des faits délinquants à répétition qui entraînent des incarcérations. En plus, vous n'êtes pas très vieux. Hein. Enfin, vous n'êtes pas très vieux. Dans un moment d'un an, vous avez 18 ans. Il faudrait mieux que ça s'arrête tout de suite, hein, parce que sinon, ça risque de coûter cher hein, par la suite. Hein. Voilà. Depuis le vol des baskets et du téléphone, Nicolas a fait un détour par la case-prison. Vous avez été incarcéré avant de... Vous avez été incarcéré de quand à quand? Du 26 juillet jusqu'au 25 septembre. 2 mois? Ouais. Une révocation de contrôle judiciaire? Nicolas n'a pas respecté son contrôle judiciaire, qui lui interdisait notamment de remettre les pieds dans sa ville, une commune du Puy-de-Dôme. Un magistrat l'a alors placé en détention. Il en est sorti il y a quelques jours seulement et placé dans un foyer à 100 km de Clermont-Ferrand. Et comment vous voyez l'avenir, là, monsieur? Normalement, si je respecte bien le contrôle judiciaire, etc., je m'inscris à la mission locale. Le 19 octobre, j'ai un rendez-vous à la mission locale. Et le 7 novembre, je commence une formation. Et après, on va attendre 2 mois. Et après, si tout se passe bien, je laisse passer mon code de la route, comme ça. Bien, je vous remercie, maître. Quelques observations. Il faut quand même relever qu'à chaque fois, c'est quand même des délits mineurs, des vols, il n'y a jamais eu de violence aggravée. Je pense que c'est quelqu'un qui a mûri. Finalement, il apprend à vivre plus sereinement et plus simplement. Ok, d'accord. Bien. Alors écoutez, monsieur Ilan, vous êtes mis en examen pour ces faits, hein, vous serez jugé ultérieurement. Pour Nicolas, c'est la 2e mise en examen. À 17 ans, il collectionne déjà 24 infractions. Pour lui, fini les mesures de conciliation. Il va devoir désormais s'expliquer devant le tribunal de Clermont-Ferrand dans 15 jours. Pourquoi la justice des mineurs est-elle en échec? A-t-elle été trop clémente avec lui depuis 3 ans? Un mineur, c'est un adulte en construction, donc par définition, il n'est pas fini. Enfin, pas fini au sens premier du terme. Hein. Il n'est pas fini. Donc, n'étant pas fini, sa construction psychique, elle est en cours. Et pour peu que cette construction psychique, elle ait été fortement perturbée au niveau de la petite enfance, par l'absence de repères, par des traumatismes, ça devient très compliqué. Jackie Sanajuste s'occupe de Nicolas depuis ses premières bêtises il y a 3 ans. Il est éducateur. Cela fait 26 ans qu'il travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Comme ses 5000 collègues, Jackie a pour mission d'accompagner tous les mineurs qui ont eu affaire à la justice et les guider vers leur réinsertion. Jackie s'occupe de 23 mineurs de 13 à 18 ans. On a un passage éphémère dans leur parcours. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler avec eux, de faire de l'éducatif. Et l'éducatif, normalement, c'est comme avec les petits. Hein, c'est quand on apprend à un enfant à dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Normalement, c'est fait pour le reste de la vie. Ce matin, il va chercher Nicolas dans son foyer. Jackie commence à bien le connaître. Il décrit un parcours assez banal, qui commence souvent par des problèmes familiaux. Au départ, c'était pour des petits délits. Le premier délit, c'était une bagarre avec un copain à qui il a émis un coup de poing. Et puis, petit à petit, la situation s'est dégradée à la maison. Sa maman a pu le garder chez elle. Sa mère demande et obtient alors son placement dans un foyer. Il a 15 ans. Il collectionne les délits. Ce qu'on disait de lui, c'est qu'il est parti 2 mois en détention. Et ça l'a apaisé. Il y a quelque chose qui s'est calmé chez lui, une espèce de fureur, une espèce de colère. Depuis sa sortie de prison, Nicolas a été placé dans un nouveau foyer à une centaine de kilomètres de chez sa mère. Jackie le retrouve sur ce parking, accompagné de ses éducateurs. Salut, là-haut des rues. Bonjour. 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 Ça va? Ouais, pas mal. Pas mal. Comment il va le garçon là? Ça va. Ça va. Il est dans de bonnes conditions. Bon, voilà. Ça a l'air. Nicolas doit être en forme aujourd'hui. Jackie ne vient pas le chercher pour un match de foot, mais pour l'accompagner à son procès devant le tribunal pour enfants. Pour 5 affaires qui pourraient le reconduire en prison. Même si son séjour au foyer se passe plutôt bien, Nicolas n'a qu'une idée en tête, retourner vivre chez sa mère.
Tu imagines que ta maman, elle est toujours dans l'attente que tu reviennes à la maison, mais... Je sais qu'elle veut pas, mais moi je veux être avec elle, c'est tout. Il y aura pas d'appartement, rien, moi je resterai avec elle, c'est ça. Je vous l'ai dit, je vous le dirai toujours, c'est toujours ça. Tu feras un stage dans sa cuisine de pâtisserie. Voilà. Les millefeuilles. Ouais. Et des éclairs au chocolat. Voilà, et des éclairs au chocolat. Et les religieuses. À cet après-midi. Allez. Si les éducateurs plaisantent sur ses qualités de pâtissier, Nicolas a pourtant un projet très précis pour un jeune homme de cet âge. Mon plus grand rêve, c'est d'ouvrir une pâtisserie française au Japon. J'aimerais bien faire ça. Pour prouver à ma mère que ce que je vaux, que je sais faire un truc. Dans quelques semaines, il suivra un stage de réinsertion professionnelle rémunéré. Il l'a trouvé avec l'aide de ses éducateurs. Une opportunité après beaucoup d'occasions manquées qu'il regrette aujourd'hui. J'aurais pu prendre un autre chemin. J'avais plein de chance, mais je ne les ai pas saisies. J'avais plein de chance. J'ai fait le con. Mais bon, on peut essayer de passer. Je regarde sur le présent. Car le présent, c'est son procès qui commence dans 2 heures. Bon, mais tu verras cet après-midi, je pense que l'audience devrait bien se passer. Parce que c'est pareil, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné des bonnes nouvelles au juge, mais là, il y en aura des bonnes. L'audience va se tenir au tribunal de Clermont-Ferrand. Il commence à bien le connaître. Mais c'est son premier procès. Il se tiendra dans cette salle où l'on juge en temps normal les adultes. Sur le banc, il retrouve sa mère. On a un peu couru. Je dis bonjour. Bon, et ben enfin une audience où on va pouvoir donner des bonnes nouvelles. Ah non, mais je vous assure. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, par rapport à son placement, il y a pas de... Il y a eu 2 ou 3 petites bricoles au départ, mais là, ils sont contents de lui, les élites, là. Bah, dis oui, dis qu'ils sont contents. Dis comme moi, quand même. Nicolas et sa mère se parlent parfois au téléphone. Avant l'audience, ils ont quelques minutes pour tenter de renouer le dialogue, devenu difficile au fil des mois. La mère s'inquiète de voir tous les dossiers qui s'accumulent sur la tête de son fils. C'est toi qui décides que tu payes. Avec tous les affaires qui sont inclus, c'est 3 mois pour ceci, 6 mois pour ce rafraîchissement, et tu portes 2 ans. Bon, 2 ans et encore. Ouais, et encore. Je vais faire appel, si tu fais appel, ça fera 6 mois. Ouais. C'est pas fait à 6 mois encore. Ça ne suffit pas. 6 mois. Mais ça va, la prison, c'est pas... Ça, c'est... T'étais chez les enfants. Non, j'étais... Il y avait les majeurs en haut, les mineurs en bas. On jouait les majeurs et les mineurs. On n'a pas la même vision des choses. La glace ne s'est pas brisée entre l'adolescent et sa mère. Elle ne restera pas pour l'audience. Moi, je l'aime, c'est tout. Ouais. Après, avec les bêtises que j'ai fait, ça se comprend. Mais si mon fils il fait ça, c'est pareil. Je serais en colère envers lui, j'aurais de la haine. Comme elle a de la haine envers moi, c'est normal. Je comprends. L'audience va commencer. Nicolas cache son inquiétude. J'ai hâte que ça se termine. Que je passe, je m'ennuie. C'est un soulagement. Il est mis en cause dans 24 affaires. Cet après-midi, le tribunal en examine 5, dont l'une très grave. Bonjour madame. Il a mis le feu la nuit à du papier dans les toilettes de son ancien foyer. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Vous faites ça sans raison. Si j'étais con. Et vous vous rendez compte aujourd'hui des conséquences que ça aurait pu avoir? C'est un camarade qui a donné l'alerte et évité le pire. Vous y avez réfléchi un peu à ça? Vous n'y avez pas réfléchi? Sur le coup, là. Et maintenant? Bah, je regarde ce que j'ai fait. Comment vous étiez, vous, à cette période? Bien, pas bien? Entre les deux. Nicolas peine à trouver ses mots. Jackie, son éducateur, est l'une des rares personnes à pouvoir retracer son parcours tumultueux. Il peut témoigner des petits progrès accomplis depuis sa sortie de prison. Le placement se déroule bien. Il y a parfois quelques affos, un adolescent. Actuellement, il y a des soins? Il Non. n'y a rien qui est mis en place? Non. Aucun traitement, rien? Non. Pourtant, depuis son séjour de 2 mois en prison, le contrôle judiciaire oblige Nicolas à voir un psychologue pour ses troubles du comportement. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas de soins?
aujourd'hui? Parce que Médical au minimum. je sais pas, moi, je me sens bien comme ça, sans voir de médecin, je me sens bien comme ça. Ça fait partie des obligations du contrôle judiciaire. Je sais. Son refus de voir un psychiatre pourrait donc le reconduire en prison. L'audience, pour les mineurs, se tient à huis clos, à la différence des adultes. Pour le reste, comme les grands, ils sont soumis au réquisitoire d'un procureur. C'est cette femme à droite qui est chargée de réclamer une peine contre Nicolas. Ce sont manifestement les faits les plus graves aujourd'hui. Les plus graves parce qu'en raison de la peine encourue. La peine encourue pour mettre le feu à des biens d'utilité publique, c'est 10 ans d'emprisonnement. Ce sont les plus graves aussi parce qu'il a mis le feu délibérément, tout en sachant que 2 jeunes dormaient au même étage et que manifestement cela pourrait porter atteinte à leur intégrité physique. Mais parce que personne n'a été blessé et parce que la justice des mineurs veut encore croire à la réinsertion, au terme de son réquisitoire, la procureure va se montrer mesurée. Aujourd'hui, je vous demanderai de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie en intégralité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec les obligations de suivre une formation et une obligation de soins. Nicolas soupire. Aujourd'hui, il est jugé pour des faits commis il y a 1 an et demi. D'autres procès l'attendent. Difficile de tourner la page de son passé délinquant. L'audience est levée. Il est 19h, les magistrats partent délibérer. Alors que dans les couloirs, Nicolas, insouciant, s'amuse avec un ami. Jackie, son éducateur, va essayer de secouer un peu le jeune homme. Il faut bien que tu te mettes dans l'idée qu'il n'y avait pas un copain qui était malade au centre de l'enfance qui descendait aux toilettes, ça cramait quoi. Et qu'aujourd'hui, tu passais pas au tribunal pour enfants parce que tu as mis le feu dans les toilettes, tu passais en cour d'assises parce qu'il risquait d'y avoir 2 personnes qui étaient mortes. Voilà. Donc c'est ça aussi. Voilà. Tu peux pas l'écarter comme ça. Nicolas doit regagner son foyer à plus de 100 km de là. Allez, go. Le jugement tombera 1 heure plus tard. L'adolescent écope d'une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec une obligation de formation et de soins psychologiques. Les 5000 éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas les seuls au chevet de ces adolescents délaissés ou délinquants. Partout en France, comme ici à Marseille, des centaines d'associations tentent de prendre le relais de parents qui ne parviennent plus à éduquer leurs enfants. À quelques kilomètres du centre-ville, les quartiers nord de Marseille, souvent décrits comme des supermarchés de la drogue. Une image qui ne choque pas ces jeunes habitants. On dit que c'est un quartier qui craint, ça veut dire quoi ça? Il y a des charbonneurs et tout, mais là, c'est pas ça, c'est normal. Occuper des mineurs, trop souvent livrés à eux-mêmes, c'est le travail quotidien de Kamel, 47 ans. Il est éducateur bénévole à la Morlette, l'une des cités délaissées des quartiers nord de Marseille. En près de 50 ans, la cité de son enfance a bien changé. Moi, quand j'étais petit, ici, tu avais de l'eau, tu avais des poissons rouges. C'était magnifique. C'était magnifique. Dans le quartier qui l'a vu grandir, les bâtiments sont à l'abandon. Aucun coup de pinceau depuis des dizaines d'années. Mais bon, on est en train de voir si on ne peut pas, avec les jeunes, essayer de faire un petit chantier pour mettre des coups de peinture, essayer de faire un quotidien un peu plus propre. Il faut dire que la Morlette, c'est l'une des copropriétés les plus endettées de France. 750 logements, 3200 habitants et presque plus aucun commerce. Ben ici, vous êtes sur la place du commerce. D'abord, ils sont tous fermés. Il reste le pharmacien et maintenant plus un centre médical. Le marchand de fruits vient tout juste de fermer. Et avec lui, les rêves d'un quartier animé se sont envolés. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Kamel est dépité. Il y a quelques semaines seulement, un règlement de compte a éclaté juste ici. Ils sont venus avec des fusils à pompe qui ont tiré. Ils ont blessé un jeune et, au milieu de tout le monde. Voilà, il y a des petits trous de partout. Règlement de compte, contrôle du quartier sur fond de drogue. On ne compte plus les jeunes qui ont perdu la vie ici à la Morlette.
Un peu comme les gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, Kamel veille sur les jeunes du quartier. Il les reçoit 7 jours sur 7 dans les locaux de la MJC. Et ce dimanche, il leur a réservé une grosse surprise, un invité inattendu. Pour l'occasion, l'adjointe au maire de Marseille a fait le déplacement. Et vous êtes... Franck Troukens. Ah voilà. Voilà, François Troukens. Enchanté. Cet invité, c'est François Troukens, 48 ans, un ancien braqueur, longtemps ennemi numéro 1 en Belgique, son pays, mais aussi en France. Une vie de délinquant ultra-violente, commencée alors qu'il était à peine adulte. Aujourd'hui repenti, il espère convaincre les jeunes que la délinquance mène souvent au pire. Les jeunes qui ont entre 14 et 18, c'est là où tu peux faire tes premières conneries. Ah oui. Et que tu crois que tu vas les dealer, tu vas te faire 3-4 000 euros par semaine, tu te dis ça y est, je suis un cador, et puis en fait, quand la sanction elle arrive, que tu vois ta mère pleurer, que tu dois aller en placard, que tes potes se font tuer, que ton petit frère se prend une balle dans la tête, tu te rends compte que tu es dans la réalité, que tu n'es pas dans un jeu, tu n'es pas dans un jeu vidéo parce qu'il ne reviendra pas, quoi. La mauvaise idée que j'ai eue, c'est de m'évader. Et là, tu t'emmerdes, t'as encore plus d'emmerde. Et puis voilà, donc, puis j'ai fait aussi la santé, Fresnes, Fleury, Bruxelles, Anvers, Bruges, la Hollande, un peu toutes les prisons. Tu es en régie quand même. Ouais, je peux faire un guide. La santé, c'est pas mal par rapport à Fleury. 10 ans de prison qui lui ont laissé le temps de réfléchir et surtout d'écrire. En cellule, il s'est lancé dans la rédaction d'un scénario qui raconte sa vie. Ça raconte de l'intérieur ce que c'est. Après, c'est du cinéma. Mais l'idée, c'est pas de vous donner envie de devenir gangster, c'est envie de faire du cinéma, ou de devenir technicien du cinéma, ou devenir comédien, ou faire de la musique. Ce long métrage, François vient tout juste de le terminer. Il tenait absolument à présenter son film en avant-première à Marseille. Nora Preciosi, l'adjointe au maire, connaît bien la délinquance. Une partie de sa famille était mêlée au trafic de drogue à Marseille. 3 de ses proches ont été assassinés en pleine rue. Tout le monde sait, tout le monde connaît mon parcours. J'ai perdu 3 neveux de règlement de compte. Donc vous connaissez le milieu, vous connaissez le milieu de la drogue, vous connaissez le milieu du grand banditisme. On a 2 parcours différents, mais moi, mon but, c'est d'aider les autres. Et vous, votre film, peut-être, il va être remarquable. Vous êtes les premiers à voir le film, hein, il n'a pas encore été montré nulle part. Impact dans 50 mètres. Le film raconte l'histoire d'un groupe de voyous qui s'attaque aux fourgons blindés. Un récit forcément un peu autobiographique. Pourquoi t'as fait ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Tu vas prendre cher. 30 ans, tu sortiras plus Alken. Je peux faire entrer un flingue. Des braquages qui vont mal se terminer et emmener François en prison pendant plus de 10 ans. Alors c'est content que je te cours après, hein. Il s'en évadera et va vivre 7 années de cavale, comme une longue descente en enfer. On appelle ça un plan séquence, c'est-à-dire je vais venir, tu vas te lever, je vais te faire ça, puis je vais venir sur ton ami, puis je vais venir ici derrière, je continue à filmer. C'est ce qu'il est venu raconter aux jeunes de Marseille. Elle est ratée, donc en fait moi, en tant que réalisateur, je vais... Une histoire qui finit souvent mal. Ouais, du coup, est-ce que ça te donne envie d'être braqueur, toi? Ah non, heureusement que non. Pourquoi? Parce que après ça finit toujours mal, il y a une balance, quoi, un truc comme ça. Ça finit mal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie de faire braqueur? Pas du tout, pas du tout, loin de là. Je sais pas, lui, il a fait ça, c'était mal. Et si peut-être il ne l'aurait pas montré, déjà entre nous, l'aurait fait. Mais idéalement, c'est pas aller jusqu'à la case prison, c'est de se saisir avant, de se dire qu'est-ce que je vais faire de mon destin. Vous avez tout en main, quoi. Et ça, c'est quand même super de se dire, on aimerait bien avoir 15 ans, se dire, je recommence ma vie et je prends en tête des directions, moi je serais devenu réalisateur tout de suite. C'est ça qui m'excite le plus aujourd'hui dans ma vie, quoi. Donner de l'espoir, c'est le but de cette avant-première. Montrer qu'il est possible de s'en sortir, même lorsqu'on vient d'un quartier populaire. C'est le cas du rappeur Algérino. Il habite juste à côté, et ce n'est pas parce que son dernier clip fait plus de 215 millions de vues qu'il en oublie de venir faire un petit coucou à la MJC. Moi, je suis originaire de la Savine, c'est à 5 minutes. La star du rap est ici chez lui, et il a le même message que François. Bonjour. Ouais, ça va. Voilà, ben nous aussi on a une star qui est l'Algérino. Il est chaoui comme moi. Voilà. Ah, c'est bien, et puis il s'occupe de la jeunesse, ça c'est important. Pas tous les rappeurs. Et tu viens parfois au local là? Oui, c'est génial. Ça c'est la base. Ici. T'as commencé ici? Ce local-là, on vient encore jusqu'à présent, puis j'écris ça. C'est génial ça. Ah ouais, donc ça donne aux gamins l'envie de faire pareil, quoi.
Ben ouais, parce qu'à un moment donné, c'est une porte de sortie pour les mineurs. Ouais, complètement. Ils s'identifient à des rappeurs, à des footballeurs. Mais pas que ça, il y a des gens qui ont réussi au-delà de la musique et du foot. Regarder en direction de l'horizon et croire en leur avenir. C'est le chantier qui attend encore ces adolescents que nous avons suivis plusieurs mois. Après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis, Nicolas avait finalement entrepris une formation de remise à niveau. Mais au bout de 4 jours, il a fugué. À ce jour, on est sans nouvelles de lui. À Nice, Claire, la jeune adolescente en voie de marginalisation, a été jugée une nouvelle fois en décembre. Elle a encore fugué de son foyer. Début 2018, elle devrait faire un séjour dans un centre éducatif plus strict, loin de Nice, avant de trouver une nouvelle famille d'accueil. Si seulement 4% des mineurs ont affaire à la justice, une affaire pénale sur 10 implique un enfant de moins de 18 ans. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine sur TMC.